Bonsoir et bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81. Il n'y a pas le numéro à l'écran. Envoie seulement la demande, pardon. La demande en direct sur TikTok là. Donc tu envoies ta demande là, tu cliques sur les deux boutons bleus et roses là. Pour envoyer ta demande. Bon, on peut y commencer le direct. Hein. Ici, on raconte des histoires mystiques et on reste dans le cadre du mystique. On ne raconte pas les histoires érotiques là, les histoires d'amour. Non, non. Et puis on ne prononce pas les noms des gens, bien les vrais noms. On prend les noms d'emprunt et on raconte l'histoire. On ne décrit pas le lieu de résidence de la personne qui nous a fait un truc, tu vois. D'accord. Alors, ça commence en 2009. J'ai ma copine, on se rencontre deux Gabonaises à l'étranger. Et c'est quoi? Chacun va dans son université, chacun fait ses rencontres, enfin chacune de nous fait ses rencontres. Et puis c'est une longue amitié, on partage pas les mêmes choses, mais en même temps on se retrouve à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on rencontre chacun de nous nos partenaires et on fait des enfants de notre côté. Mais l'amitié se passe dans la manière où moi j'étais toujours celle qui conseille un peu, celle qui est un peu droite, du genre il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de... Les bêtises qu'on aime souvent faire entre femmes, là, moi, je n'étais pas du tout de ce genre. Donc, s'il fallait tromper, s'il fallait faire des bêtises derrière, c'était toujours moi, la grande sœur qui n'est pas si grande, en fait. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu certains conseils que j'ai donnés, qui étaient, par exemple, on est tout à l'étranger, le petit ami au pays fait des bêtises, il y a des filles qui appellent. Pourquoi se fatiguer avec dans ce genre de relation entre-temps? Tu as peut-être une relation qui tient mieux en fait ici. Et c'est comme ça, moi j'ai donné ce conseil sans vraiment trop penser aux réalités parce que entre filles, souvent on montre un aspect, mais on montre pas le tout. Et donc moi j'avais porté conseil sur l'aspect qu'on me montrait que apparemment la relation où on était mieux que la relation là où il y avait beaucoup de tromperie. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, finalement, on s'est casé de notre côté dans le pays étranger. Et elle a laissé la relation qui était au pays. Parce que à chaque fois, c'était des copines différentes qui appelaient, qui menaçaient. C'était en fait ce genre de tralala là qui, pour moi, n'avait pas de sens. Bref, 5 ans plus tard, on est maman, on a nos partenaires. Et moi, j'ai ma première fille et je donne quoi? Tu deviens la marraine de ma fille. On se connaît depuis des années. Tu es marraine et tout façon. Mais je commence à faire des cauchemars bizarres où je vois ma meilleure amie pleurer dans son lit et en même temps quand elle pleurait, elle m'arrachait en fait mon petit bébé des mains dans des rêves. Donc, c'est plusieurs rêves. Souvent, on dit qu'on ne croit pas à un seul rêve. Mais parfois, quand le rêve se répète 2, 3, 4, 5 fois, il faut prier là-dessus. Avant, quand j'étais chrétienne, il faut prier là-dessus. Il faut faire peut-être un jeûne. Et en tout cas, ce qui est sûr, il faut se lever spirituellement. Chose que j'ai fait. Et finalement, il fallait la confrontation. C'est-à-dire, moi, j'ai rêvé, mais... on rêve pas et puis on fait pas des jeûnes et puis on ne reçoit pas des révélations sans confronter. Moi, je confronte. Donc, j'ai appelé, puis j'ai demandé, attends, pourquoi dans des rêves, tu pleures dans ton lit et puis, en fait, tu pleures dans ton lit et puis tu dis c'est de ma faute. Et que du genre, je t'ai dit quelque chose, ce qui a fait que ta vie est devenue comme ça. Donc, en fait, c'est même pas un truc que moi j'ai vu, c'est un rêve qui s'est répété. Et puis, tu m'arraches mon bébé des mains. Et là, elle a coupé l'appel et je la rappelle et je dis, mais attends, tu veux que je vienne chez toi ou bien tu préfères qu'on parle au téléphone? Oh non, je comprends pas ce que tu racontes, de quoi tu parles et tout. Elle coupe le téléphone encore. Elle coupe l'appel, pardon. Après, je la rappelle la 3e fois, je dis, mais si tu n'as rien à te reprocher et que quelqu'un te dit, oh non, je fais un rêve sur toi, tu n'arrêtes, en fait, le rêve se répète.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe chez toi? Pourquoi dans le rêve, tu pleures et puis tu mentionnes mon nom? Et si jamais il y a quelque chose que j'ai fait, s'il te plaît, dis-moi. Et là, elle a demandé à ce qu'on se rencontre. Elle a dit qu'il fallait qu'on se rencontre parce qu'elle comprend pas ce qui se passe avec moi, qu'est-ce qui se passe avec moi, tout ça. Mais elle voulait la rencontrer, elle voulait pas parler au téléphone. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, on peut se rencontrer. De toute façon, on a des petits bébés, donc on va dans un espace de jeu et puis les enfants peuvent jouer et puis nous, on peut discuter. Donc la réalité, c'est que le conseil que j'avais posé il y a 5-6 ans, au départ, où je disais, mais pourquoi tu restes dans une relation où à chaque fois, c'est des filles différentes qui t'appellent, qui te menacent, et puis ils te trompent là-bas, toi tu le trompes ici. Mais qu'est-ce qui se passe au lieu de te mettre dans une relation propre et saine et tout? Une vraie relation en fait. Et elle me dit, ce conseil-là a gâché sa vie. J'ai dit, ah. Et effectivement, elle pleure dans le lit. J'ai dit, ah. Donc tu pleures dans le lit et tu mentionnes mon nom, que c'est mon conseil qui a gâché ta vie. Je dis, ah. Donc le conseil, en fait, pour moi, c'est tellement banal, mais elle m'a dit non, ce conseil a gâché ma vie parce que l'homme avec lequel elle n'est pas heureuse avec, elle souffre émotionnellement, elle souffre physiquement, mais à cause de ce conseil d'il y a 5-6 ans, quand on était plus jeune, ça a gâché sa vie, elle n'arrive plus à avancer, donc en fait, c'est de ma faute. J'ai dit, ok, d'accord, donc je comprends, si c'est de ma faute, et qu'on m'a montré ce rêve à plusieurs reprises, c'est que je suis responsable quelque part parce que moi, je t'ai conseillé. Donc, je me suis excusée et après, je lui ai demandé, mais comment ça se fait que j'ai aussi eu d'autres rêves où je te vois me prendre la petite, donc ma fille, des mains. Elle me dit, oh non, mais je suis la marraine de ton bébé. J'ai dit, mais attends, tu es la marraine de mon bébé. Mais ça ne veut pas dire que dans les rêves, tu dois venir me prendre le bébé des mains. Elle me dit, mais est-ce que je ne sais pas la signification d'être marraine? J'ai dit non, je ne connais pas la signification d'être marraine. Moi, je pensais qu'on est copines, on est dans un pays étranger, j'ai envie de baptiser ma fille. De toute façon, j'ai été enceinte, tu étais là, tu as été là pour moi et tout, tu as été là pour moi en tout cas dans ma grossesse, tout ça. Elle m'a dit non, la signification de marraine, c'est que je suis la mère spirituelle de ta fille. Donc, elle m'appartient. Donc, je lui ai dit directement, ça se coupe tout de suite. Et cette histoire de spiritualité, même moi, je n'ai pas l'autorité spirituelle sur mon enfant. Seul Dieu a sa vie entre ses mains. Donc, même moi, en tant que maman, je n'ai pas le contrôle sur comment sa vie va se passer. Donc, déjà, ça, je récupère. Vu que tu l'as fait, moi, je t'ai juste donné l'enfant, je t'ai donné ma reine physiquement, mais toi, tu es allé faire quelque chose d'autre. Donc, je récupère l'enfant et je lui ai dit ça ouvertement comme ça. Donc, ça s'est passé en live. Parfois, pour moi, ce genre de choses, il ne faut pas seulement prier, mais il faut aussi confronter l'esprit et la personne, en fait. Donc, bref, c'était un peu ça, la reprise de la petite, les excuses que j'ai dû faire sans vraiment savoir pourquoi ça avait été, pourquoi elle avait pris ça en mal, vu que à l'époque, c'était un bon conseil, mais finalement, pour elle, c'était pas positif. Donc, le conseil qui est mystique entre griffes, c'est que entre copines, il faut faire attention souvent quand on donne conseil aux gens, parce que la réalité est que souvent tu vas donner un conseil vu de ton côté, en fait, de ta perspective ou de ta compréhension, sans vraiment savoir le fin fond des choses. Donc, il faut faire attention, sinon on va devenir responsable, en fait, des vies des gens. Et dans mes rêves aussi, c'était que je suis pas Dieu, je n'ai aucune autorité, donc je ne sais pas comment la vie des gens est censée arriver ou comment c'est censé se passer. Donc, qui je suis pour venir porter conseil à qui que ce soit sur les choix de la vie de cette personne. Donc, depuis moi, je ne porte plus conseil aux gens. Mais tu viens de nous conseiller maintenant. Non, j'espère que c'est général. S'il vous plaît. D'accord, merci pour l'histoire. Merci. Bonsoir, Lisa.
J'espère que vous allez bien. Et Bon, je toi-même? suis là pour une petite histoire. C'est une histoire qui s'était passée quand j'étais plus petite. Bon, il s'est fait que mon papa avait construit une maison et bon, il y avait une chambre entre couchée qui n'était pas occupée. Du coup, il avait un ami qui était charlatan, qu'il a invité dans la maison. Au fait, le monsieur était beaucoup sollicité dans notre ville et il a préféré venir rester chez notre papa, dans la maison de notre papa pour pouvoir pratiquer. Il y avait des gens, il y avait le monde qui venait à la maison, chacun venait avec ses différents problèmes et tout. Bon, j'étais très petite à cette époque-là. Et bon, il y avait plusieurs personnes qui venaient, mais c'était le cas d'une jeune fille qui m'avait tellement marqué. Au fait, il se faisait que la fille était envoûtée. Elle était envoûtée, elle n'arrivait pas à enfanter. Du coup, la fille était soumise à des séances de désenvoûtement par le monsieur. Et bon, à la maison, il y avait des poteaux et tout qui soutenaient la véranda. Il se faisait que la fille, lors de sa séance de délivrance, moi j'étais très petite, mais je me cachais à chaque fois pour voir comment ça se passait. Et c'était tellement flippant, DMG, je vous assure que c'était tellement flippant. La fille, on la mettait toute nue et il y avait deux gaillards qui tenaient la fille de par le poteau. Au fait, on la tenait les pieds écartés, excusez-moi pour le terme, et il y avait une personne qui tenait les deux mains. Elle était d'une manière enroulée sur le poteau. Et le monsieur, le charlatan en question, il mettait sa bouche dans la partie intime de la fille pour les séances de désenvoûtement. C'était tellement... Bon, moi, je me cachais. On nous chassait pour ne Ah, pas qu'on assiste. attends. C'était à l'église. Non, c'était dans notre propre maison. Et c'est qui? C'est le pasteur qui vient faire ça ou c'est qui? Non, je disais auparavant que mon papa avait un ami qui était charlatan, mais il était au village. Et du coup, il était tellement sollicité dans notre ville qu'il a demandé la permission à mon papa de venir rester dans notre maison afin de pouvoir pratiquer, afin de pouvoir recevoir des patients, au fait, des malades. Et du Ok. coup, Tu peux continuer, excuse-moi. il y avait beaucoup de personnes qui venaient à la maison. Moi, la partie qui m'intéressait plus, que les gens venaient avec des poules, des moutons, des chèvres, et je savais qu'à chaque moment, il y avait de la viande à gogo à la maison. Donc, c'était la partie là qui m'intéressait le plus. Je savais que dès que je revenais de l'école, il y aura toujours de la viande à la maison à consommer. Bon, bref, ça, c'est des détails. Je disais que lors de la séance de délivrance de la fille, elle était enroulée. Il y avait deux gaillards qui la tenaient. Et bon, le monsieur introduisait sa bouche dans la partie intime de la fille pour des séances de délivrance. Et ce qui me choquait, c'était des trucs que ce soi-disant charlatan faisait sortir de là-bas, quoi. J'espère qu'on se comprend. La fille, elle ne faisait que crier. Elle criait, le marabout insistait. Il faisait sortir des trucs, des dents, des cheveux enroulés, des trucs pas possibles qu'on ne peut jamais s'imaginer que ça peut se retrouver dans le corps d'un être humain, quoi. Et à chaque fois que le marabout finissait, et cette fille tombait toujours, elle s'évanouit, au fait. Du coup, il était obligé de faire des incantations, des trucs, afin que la fille puisse se retrouver à la fin.
Bon, il y avait plusieurs trucs Pourquoi qui tu se racontes que passaient. tu fais les pauses? Ah, désolé. Il y avait plusieurs trucs qui se passaient, mais c'est la partie de la fille là tellement qui m'intriguait. C'était une très très belle fille, teint clair. Et on disait qu'elle était possédée. Elle a été envoûtée. Elle ne pouvait pas tomber enceinte et tout. Du coup, on avait conseillé le charlatan en question qui se trouvait dans notre maison. Et bon, c'était lors de sa délivrance, moi je me cachais. Je me cachais à chaque fois pour regarder. Malgré qu'on nous renvoyait de ne pas suivre ça quoi. Bon, c'était ça ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Allô, Oui, bonsoir, vous m'écoutez? ça va bien. Ok, bon. Moi, je montais pour vous raconter un peu une histoire à propos de la fumée. Parce que la fille parlait tout de suite de la cigarette et autres. Donc, un soir, pendant les épreuves du baccalauréat, on était parti travailler au lycée. On est sorti très très tard, il était 23h, 24h. Donc, nous étions en train d'attendre un taxi. Voilà, à partir de minuit 30, il y a un monsieur qui est venu garer. Que vous allez où? Donc, on a proposé, le monsieur nous a pris. Dès que le monsieur nous a pris, j'ai une de mes copines, elle aimait fumer. Donc, elle avait toujours la cigarette dans son sac. Donc, elle a commencé à allumer la cigarette. Le monsieur a dit que non, vous ne fumez pas dans ma voiture. Tellement que ma copine était un peu colérique, elle était agressive, elle a commencé à se discuter avec le monsieur, que nous sommes des clients, tu dois nous respecter, nanani, nanana. Le monsieur a insisté que vous ne fumez pas dans ma voiture. Elle ne comprenait pas, elle n'a pas prêté attention au dire du monsieur. Quelques minutes après, on se rend compte que la voiture s'est stannée. Le monsieur n'est plus dans la voiture. À quel moment la voiture a pu s'égarer? On ne savait pas. À quel moment le monsieur a disparu de la voiture? On ne savait pas. Quelques minutes après, on voit maintenant le monsieur hors de la voiture, je ne sais pas, en fait, hors de la voiture, en train de danser. Mais franchement, c'était carrément incompréhensible. À quel moment le monsieur est sorti de la voiture? À quel moment il se retrouvait hors de la voiture? Mais il danse à quel moment? Donc voilà comment on a pris nos deux pieds, on a commencé à courir. Dès qu'on courait, on remarquait que le monsieur ne faisait que nous suivre, mais il nous suivait en dansant. Il ne courait pas, il nous suivait juste en dansant. Donc il y avait une maison à côté. Moi, j'ai dit que non, moi je ne peux plus continuer à courir. Parce que là, on va courir, le monsieur ne fait que danser. Ça devient compliqué. On est parti rentrer dans la pauvre maison, on est parti trouver le pauvre homme et sa femme en train de faire l'amour. On est que papa, pardon, voilà le problème qui est en train de nous arriver. Le monsieur, donc le papa en question disait que non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a relaté l'histoire. Quand on relate l'histoire au papa, le papa demande à ma copine si elle a encore les cigarettes. C'est là d'où ma copine a dit que oui, elle a le paquet de cigarettes. Donc le papa dit à ma copine que remets-moi les cigarettes et tu me remets les pièces, si tu as les pièces. C'est là d'où ma copine a dit que ah papa, là je n'ai seulement juste qu'une seule pièce de 100 francs. Le papa a dit que tu me remets la pièce de 100 francs. Donc le papa est sorti. Quand le papa est sorti, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est parti, on ne connaît pas le reste. Quand il est revenu, on a entendu la voiture du monsieur démarrer, le monsieur est parti. Et c'est le conseil que le papa nous a dit, que quand vous arrivez dans les endroits, qu'une personne passe le temps à vous dire que non, ne faites pas ci, ne faites pas ça, essayez de prendre conscience. La personne n'est pas maboule. Donc l'histoire de la cigarette, c'est vrai. Parce que la fumée, d'abord, ça chasse les mauvais esprits. Lorsque quelqu'un a du mal en lui et que vous passez le temps à fumer, il va d'abord vous... en fait, ça dérange quoi. Ça dérange les sorciers, ça dérange les mauvais esprits et puis voilà. Donc, c'était ça mon histoire. J'ai encore une autre histoire que je veux partager avec vous. Maintenant, l'histoire me concerne. Si je peux bien... Avant que je ne raconte la deuxième histoire, j'ai une simple question. Hein. Vas-y. Ça veut dire que... bon, avant de commencer, toi, tu fumes la cigarette? Non, moi, je fume pas. Quelqu'un qui vient fumer près de toi, ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas. Bon, c'est toi. Hein. En tout cas, Non. moi, tu fumes à côté de moi, ça me dérange. Sorcier ou pas, ça me dérange. Non, regarde, il peut en avoir une manière... Ça, en fait,
La manière dont le sorcier est dérangé, la manière dont toi tu es dérangé, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Non, le sorcier est même gentil, que c'est sa voiture, il vous parle gentiment. Pour moi, je gage, je vous tape d'abord, vous sortez. Oh putain. Donc, Oui, du coup, il était même trop gentil avec vous. Moi, moi, je garde la voiture, je vous tape d'abord, vous sortez. l'histoire de la fille, je pense que l'histoire est logique parce que c'est une fille qui était déjà avertie, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, il y a des personnes en fait quand... Moi, par contre, moi, je suis initiée. Vous voyez, moi, lorsque je suis quelque part où ça ne va pas, je suis avertie en fait. Je suis avertie. Je peux être en train de dormir, quelqu'un va venir me dire du genre que non, réveille-toi parce que là où tu es là, c'est pas bon. Automatiquement, je me réveille et puis je cherche ma route. Donc, du coup, c'est un peu ça. Ok, deuxième histoire. Je suis ok. Mhm. André, je suis pas initiée à la sorcellerie. Moi, je suis gabonaise. Et ici au Gabon, il y a un rite initiatique qu'on appelle le Mbumba. Le Mbumba, c'est une initiation, on va dire ça comment? Une initiation des eaux. Donc, ça veut dire que lorsque tu as un génie des eaux, alors on te fait initier à ce genre d'initiation au Mbumba. Donc, j'étais tombée malade j'étais partie chez une de mes tantes aller passer les vacances. Mais cette tante-là, lorsque la rentrée scolaire arrive, elle envoie les cartons des cahiers. Elle m'envoyait les cartons des cahiers. Elle m'envoyait les bas 300 000 chaque rentrée scolaire. Donc, du coup, ma maman a dit que, vu que la tante là t'aime bien, les vacances, si tu vas partir chez elle, peut-être tu vas revenir là-bas avec 500 000. Puisque quand tu n'es pas chez elle, tu viens avec 300 000. Mais nous, imagine si tu pars chez elle. Tu vas revenir avec combien? Peut-être 500 000 et autres. J'ai dit à ma mère, il n'y a pas de problème. Les vacances arrivent, je pars chez ma tante. Quand je vais chez ma tante là-bas, chez ma tante, chaque samedi, les enfants doivent sortir pour aller en boîte. Vous ne restez pas à la maison. Tout le monde sort le samedi. Vous partez en boîte, vous revenez seulement que dimanche matin à 6 heures. Donc chaque samedi, elle reçoit ses enfants, elle donne l'argent, on doit aller vous amuser. Donc quand j'arrive chez ma tante la première semaine du lundi au vendredi, ma tante voyage le vendredi. Voilà, le samedi arrive, elle commence à faire les transferts d'argent. Elle est en voyage, elle dit que non, voilà l'argent, allez-y vous amuser. Mais ce jour-là, j'avais la fièvre, je ne me sentais pas bien. Mes frères, mes cousins et cousines sont partis. Oh non, alors ils ont insisté, je dis que non, je ne me sens pas bien. Alors, partez vous amuser, moi je veux rester parce que vraiment je ne me sens pas bien. Les cousins et cousines, il n'y a pas de problème. Ils sont partis, je suis restée à la maison. 2 heures du matin, puisque c'était une maison de 9 chambres, 5 chambres en bas et 4 chambres en haut. Donc moi, j'étais logé en haut. 2 heures du matin, j'entends le bruit dans les chambres plus haut. Je dis que ça, c'est quel genre de bruit? Tout le monde est sorti, je suis seul. Il y a qui? Donc quand j'essaye de sortir, je me rends compte qu'il n'y a personne. J'entends encore le bruit en bas. Je descends vers la porte de la cuisine. J'aperçois une longue queue de serpent. Je n'ai pas pu voir la forme exacte et justement juste aperçu la queue. Quand j'aperçois la queue du serpent, DMG, je te dis que j'étais eu une fièvre. C'est comme si on a pris le feu. On est venu mettre sur tout mon corps. Quand je suis seulement tombée, j'entendais seulement le téléphone sonner. Donc c'est ma tante. Et mes cousins sont arrivés à 6 heures. Ils m'ont trouvé là, l'été, j'ai chauffé. Ma tante était en train d'appeler. Comment c'est comment? Pourquoi vous n'êtes pas parti avec elle? Mes cousins ont dit qu'on a demandé à ce qu'elle parte avec nous. Elle a refusé. Je suis restée là. On a appelé ma mère. Ma mère a dit, oh non, puisque c'est comme ça, viens à la maison. On a fait les soins et autres. J'ai fait 5 mois. Je ne parlais pas. Je buvais seulement que la purée. Je n'arrivais pas à me mettre debout. Voilà comment la copine de ma mère dit que non. Vu que l'état de ton enfant, là, j'ai l'impression que c'est pas naturel, c'est mystique. On va faire un tour à Port-Gentil. À Port-Gentil, c'est la province économique du Gabon. En fait, c'est là où se trouve, en fait, il y a beaucoup de gens qui soignent là-bas, quoi. Quand quelqu'un de Port-Gentil, c'est qu'il connaît vraiment, il se connaît dans le domaine et autres. On a pris la pirogue, on a pris le bateau, donc on est arrivé à Port-Gentil. Quand on arrive à Port-Gentil, on arrive chez une dame. Voilà comment la dame commence à faire les soins. La dame dit que non, elle ne peut pas me soigner, il faudrait que je puisse me faire initier. DMG, quand je vais me faire initier comme ça,
je vois ma tante. On m'a montré comment elle a fait pour entrer dans les sectes où elle est partie. Tu pars, en fait, l'initiation, c'est quelque chose où tu pars voir certaines choses. Où elle est partie boire du sang. Elle est partie signer des trucs pour devenir riche. Donc, la personne qu'elle devait vendre, c'était moi. Donc, elle devait juste attendre que j'ai mon bac pour pouvoir me sacrifier. Donc, dès que j'ai vu ça, on a commencé à me faire initier. Tout. Je me suis fait initier. J'ai repris, voilà, mes esprits où je suis devenu bien. Quand je reviens sur Libreville, voilà comment ma tante m'appelle. Oh non, elle appelle d'abord ma mère. Oh non, tu as emmené l'enfant où? Tu es parti avec l'enfant où? L'enfant est tombé malade. C'est moi qui m'occupais de l'enfant. Tu ne peux pas m'appeler là où tu es parti soigner l'enfant. Ça, donc ma mère a dit que on était à l'hôpital. À l'hôpital, on a dit que non. Voilà, on a injecté. Elle va bien. Ma mère n'a pas dit que non, j'étais parti me faire initier. Oh non, en tout cas, je suis en train d'arriver. Je vais venir voir un peu l'enfant parce que je ne sais pas. Ma mère dit qu'il n'y a pas de problème. Dès que ma tante arrive, avant que ma tante n'arrive, je suis en train de dormir, je fais le rêve que non, quand elle arrive, elle venait me chercher pour me dire que non, on va aller faire les courses. Juste après l'échangeur du charbonnage, c'est un quartier de Libreville, on fait l'accident. Voilà comment je meurs dans le rêve. Donc quand je me suis réveillée, j'ai expliqué à ma mère. Ma mère a dit que ok, il n'y a pas de problème, on attend. Dès que ma tante arrive, elle commence à parler. Oh non, en tout cas, je suis venue te voir. Ça va bien. Allons-y, on va faire les courses. De la même manière dont j'ai vu ça, ma mère a dit que non, elle ne peut pas aller faire les courses. Elle ne se sent pas encore bien. Elle a insisté. DMG, ma mère a dit jamais ne bouge pas. Voilà comment, quand ma tante prend sa voiture, juste après l'échangeur du charbonnage, elle fait l'accident. Le siège où je devais être assise, le siège a cassé la parabrise de la voiture, c'est sorti. Ça, c'était mon histoire à moi. Donc, c'était un peu ça. Juste pour dire de faire très attention avec les gens qui sont trop gentils là. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire, pour les deux histoires. Bonsoir, DMG. Bonsoir. Bonsoir la famille. J'espère que tout le monde va bien. 2.0 cassé. Oui, c'est Cassien. Ok. Moi j'ai une histoire, mais avant de raconter, je vais juste dire la morale de l'histoire. Ça concerne les parents. J'aimerais dire aux parents que avant de prendre une décision, quand vous avez des enfants sous votre responsabilité, il faut réfléchir à 2 fois et que la colère ne soit pas le moteur de cette décision. L'histoire là, c'est pas mon histoire, mais je l'ai vécue parce que j'ai perdu une amie dedans. Alors, l'histoire se passe à Conakry, dans la capitale guinéenne. Vous me recevez? Oui, très bien. Ok. L'histoire se passe à Conakry, dans la capitale guinéenne, en 2015. Alors, c'est un monsieur qui a 2 femmes. Il a 2 femmes. C'est un homme très riche. Il est très riche. Et quand on entend parfois ici en Guinée, quand tu es riche, dans les familles africaines, il y a beaucoup d'autres enfants qui viennent. Il y a des parents qui vous confient leurs enfants pour étudier chez toi ou bien pour apprendre un métier. Donc sa maison, elle était pleine. Donc voilà que chaque fois que le monsieur envoyait de l'argent chez lui, il y a quelqu'un qui volait l'argent là. Soit 1 million, soit 1 et quelques. En tout cas, la personne prenait une forte somme. Voilà qu'un jour, le monsieur, il envoie l'argent chez lui, mais apparemment, l'argent là ne l'appartenait pas. Il avait fait des affaires avec ses amis et c'était à eux 3. Le lendemain, quand il se retourne au travail, avec ses amis, il vérifie l'argent, il voit que l'argent a été soutiré. La personne a pris, je crois, 2 millions. Oui, la personne a pris 2 millions, mais elle n'a pas pris sur le coup. Elle a soutiré un peu partout. Sur les lots, elle prend un lot, elle soutire. Elle prend un lot, elle soutire. Donc, le monsieur, il était très fâché parce qu'il se sentait humilié. Il s'est dit que lui, il donne tout à sa famille. Comment ça peut se faire? Pour la petite histoire, j'étais amie parce qu'elle est morte. J'étais amie avec une de ses enfants. On faisait même la même classe. En ce moment, on était en 8e année primaire, collège. 8e au collège.
Donc, il est parti à la maison très fâché. Il a fait une assise, il a crié comme un homme qui voit qu'il y a un voleur chez lui et que le voleur continue chaque fois de prendre de l'argent. Donc, il était très fâché. Il a commencé à dire que la personne qui a pris l'argent remette l'argent à sa place, sinon il va réagir. Il était fâché, donc il a quitté. Apparemment, personne n'a parlé parce que les autres ne savaient pas. Mais ce que le monsieur ne savait pas, c'est que c'était sa deuxième femme qui prenait chaque fois son argent. Mais elle ne le disait pas et elle faisait passer pour une innocente. Donc, un jour passe, il n'y a aucune nouvelle à propos de son argent. Voilà que l'un de ses amis lui propose d'aller voir un féticheur. Comme ça, le féticheur va lui montrer la personne qui a pris son argent. Donc, le monsieur, il part chez le féticheur. Le féticheur lui dit que la personne qui a pris son argent, comment on appelle ça, est de la famille. Que lui, il peut avoir cette personne, mais que son fétiche ne peut pas procéder à l'acte tant que le monsieur ne donne pas son accord, tant qu'il n'est pas sûr de lui-même. Le monsieur dit qu'il est sûr de lui. Le féticheur lui dit que toute personne qui mangera l'argent dans la famille va mourir. C'est-à-dire que toute personne, que tu saches que c'est un argent volé ou que tu ne le cherches pas, tu vas mourir si tu manges cet argent. Voilà que le monsieur étant en colère, il dit qu'il est d'accord. Le féticheur lui dit de se retourner, de bien réfléchir parce que la personne était membre de sa famille. Il rentre à la maison, il continue à crier et il avertit tout le monde, soit disant que si la personne a pris l'argent, si elle a déjà mangé, qu'elle sache qu'elle va mourir, que parce que lui, il a fait déjà un travail et que toute personne qui mangera l'argent va mourir. Vous m'entendez? Allô? Oui. Voilà. Donc, la femme, quand elle a su ça, elle n'a rien dit. Elle, au lieu de remettre l'argent à sa place, vu qu'elle n'avait pas touché, elle ne l'a pas fait. Le lendemain, le monsieur étant énervé, ça faisait 2 jours, il s'est retourné. L'argent n'était pas un problème pour lui parce qu'il était riche. 2 millions, c'est pas grand chose, mais il était humilié, il se sentait humilié d'après les explications qu'il donne. Donc, il part et repart chez le féticheur. Il dit au féticheur de faire le travail. Le féticheur lui demande, tu es sûr? Il dit oui. Quand la dame, elle sait que son mari est parti chez un féticheur, elle fait quoi? La dépense, parce que dans les familles polygames, chaque femme, il y a un moment où elle cuisine. Elle a la dépense. Donc, la dépense que le monsieur donne, elle n'utilise pas cette dépense-là. Elle prend, comme le monsieur a dit, toute personne qui mangera l'argent va mourir. Elle prend l'argent qu'elle a volé, elle part, elle fait les achats au marché. Elle vient, elle prépare pour toute la famille. Le matin, quand les enfants doivent aller à l'école, elle donne 5 000 aux plus petits et les jeunes qui sont dans la cour, elle les donne 10 000. Donc, elle partage l'argent à tous les membres de la famille. Pour les autres, personne ne la soupçonne. Parce que quand la personne doit faire la cuisine, la femme doit faire la cuisine, elle est chargée des dépenses de la maison. Le monsieur lui donne les dépenses. Donc, et c'est normal. Voilà qu'une semaine après, il y a un premier enfant qui meurt. C'était un petit. Il était au primaire, il faisait la 5e année, je me rappelle très bien de lui. Parce qu'on était dans le même quartier, dans la même école aussi. Il est mort. Mais son père, le monsieur, il n'a pas pris ça en compte parce qu'il s'est dit qu'un enfant qui est au primaire ne peut pas, comment on appelle ça, ne peut pas voler une telle somme. 2 jours après, voilà son deuxième enfant qui meurt. Un autre enfant qui meurt. Ainsi de suite. Ça a fait plus de 5 morts. 4 de ses enfants et un enfant d'une de ses grandes sœurs, je crois. Lui, c'était plus un enfant, c'était un jeune qui était à l'université déjà, qui sont morts. Donc le monsieur, lui, il a déjà compris, il s'est rappelé, il a compris son erreur parce que le féticheur lui avait dit que toute personne qui mangera l'argent va mourir. Il est parti voir le féticheur lui a dit qu'il ne peut plus arrêter le fétiche.
tant que la vraie personne qui a pris l'argent ne meurt pas, que lui, il ne peut plus rien faire. C'est pourquoi il avait demandé au monsieur. Donc, quand le monsieur se retourne, il est en dépression, il fait même un AVC. Lui, on l'amène à l'hôpital. Comme je dis, c'était en 2015, c'était le temps du virus Ebola. Donc, dans le quartier, vu les morts successives, là, tout le monde avait peur. Donc, les gens, ils partent. On a appelé les Médecins Sans Frontières qui sont venus prendre la maison en quarantaine. Mais après les tests, on a vu que c'est pas l'Ebola. Les gens se sont arrangés à ce que la maison soit libérée pour qu'on puisse chercher une solution à leurs problèmes. Et la dame, elle n'a toujours pas dit. Il y a plus de 7 enfants. Ses propres enfants, celle qui a pris l'argent, ses propres enfants sont morts. Les enfants de sa coépouse, les gens de la maison. Il y avait une sœur du monsieur qui était là, qui est morte. Ça devenait vraiment un cas déplorable dans le quartier. Voilà qu'il y a des gens, il y a des vieux de la mosquée du quartier qui se sont levés. Ils ont demandé à ce que ils sont partis à la maison pour attraper le voleur. Ils ont amené un marabout. Bon, je vais dire comme ça, parce que c'est un marabout, un charlatan, c'était pas un féticheur, c'était un marabout pour qu'il montre la personne qui a pris l'argent réellement, pour que le fétiche que le féticheur avait amené puisse enfin quitter la maison, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Voilà que le marabout là a attrapé cette dame, et elle a confessé que c'était bien elle, mais qu'elle avait peur de dire à son mari. Et voilà que tous ses enfants, tous ses innocents, ils sont morts. Juste sa coépouse et deux enfants du monsieur, plus 3 jeunes qui étaient dans la cour. À part ça, en fait, le quartier, c'était l'embrouille total. Parce qu'il y avait eu tellement de décès, on avait pensé au début que c'était Ebola, mais ce n'était pas Ebola. La femme, elle est morte. Et le féticheur avait dit qu'il ne peut pas arrêter le fétiche, vu que le fétiche avait déjà 2 personnes. Il y avait déjà 2 personnes qui devraient mourir, on ne pouvait rien faire pour eux. Ma copine, elle n'était pas morte, mais elle était dans les 2 personnes-là. Voilà, elle est morte. La famille a fait des sacrifices. Le sacrifice a pris. Ça fait longtemps, depuis 2015. La maison est là. La première dame, elle est là, mais bon, elle n'a plus toute sa tête. Et le monsieur, il est mort 3 semaines après. Vu tout ce qui s'est passé dans sa famille, il n'a pas pu tenir. Il a fait un autre AVC, une autre crise, il est décédé. Donc voilà sa décision. La colère lui a amené à prendre une décision qui n'était vraiment pas du tout bonne. Et voilà cette dame qui a su les conséquences qui allaient avec son vol, mais qui s'est pas dénoncé ou bien qui n'a pas remis l'argent à la place. Et voilà, je sais pas quel genre de mère elle était. Bon, c'était tout pour l'histoire. Merci pour l'histoire. De rien. J'ai été patiente, en tout cas. Rebonsoir. C'est aussi ton nom là qui n'inspire pas, hein, maman. Tu vois pas que c'est même ce qui est mystique là. Maman Margouillet, c'est ce qui est mystique. Et si c'est le vrai Margouillet qui est maintenant monté, il fait comment? Ah, mais tout ça c'est mystique, on est dans ça. Ou bien? Non, Je suis montée tout à l'heure pour raconter l'histoire de la nounou qui voulait faire le coup d'état. Okay. Là, j'ai deux autres histoires. Une histoire que ma maman m'avait racontée quand j'étais plus jeune. En fait, c'était dans un village. Il y avait un enfant qui était mal poli. Il était vraiment impoli avec tout le monde. Il insultait tout le monde. Il était vraiment mal poli. Mais il y avait une seule grand-mère qu'il respectait. On ne sait pas pourquoi, mais il respectait beaucoup cette mamie-là. Quand elle l'envoyait aller chercher de l'eau, faire des corvées, il ne refusait jamais. Et donc, un jour, la mamie l'a envoyé aller puiser de l'eau comme elle faisait d'habitude. Et quand il a ramené l'eau à la grand-mère, elle lui a dit, aujourd'hui, dans la nuit, j'aimerais que tu viennes ici. Et tu vas passer la nuit ici. Je vais te montrer quelque chose. Donc, la nuit, il est venu chez la mamie. Et elle lui a dit, tu vas te mettre dans ce coin-là, derrière les nattes et calebasses, tu vas rester là. Quel que soit ce que tu vas entendre, ne fais pas de bruit, ne sors pas, tu ne dis rien. Donc, à un moment, il est resté là, comme la grand-mère avait dit. À un moment dans la nuit, il entend, je ne sais pas comment on appelle cet oiseau-là, hein. Il fait coucou, coucou, coucou. Je ne sais pas c'est quel oiseau, hein. Je ne sais pas comment, voilà. Donc, il entend ce bruit-là.
Et il entend après un autre bruit qui fait pompier, pompier. Je sais vraiment pas comment on appelle ces oiseaux-là. Et en fait, c'était le signal des sorciers pour le début de la réunion. Donc, ils sont venus. Ce jour-là, la réunion de sorcellerie avait lieu chez la mamie en question. Et ils avaient prévu de manger ce petit garçon-là. Parce qu'il était tellement mal poli avec tout le monde dans le village que tous les vieux avaient décidé d'en finir avec lui. Donc, quand ils sont arrivés, ils disaient ça sent la chair fraîche, ça sent la chair fraîche. Elle disait ah non, c'est juste un vieux gibier là que je n'ai pas encore eu le temps de fumer. Bon, elle a embrouillé un peu des autres. Ah, mais ça sent la chair. Non, c'est un gibier que j'ai pas eu le temps de fumer. Donc, ils ont découpé ils ont fait le partage. Et la mamie a dit moi, je demande juste le cœur. Les autres ont un peu boudé, mais pourquoi tu veux le cœur? Pourquoi tu veux le cœur et tout? Elle a dit non, moi je veux juste le cœur. Vous mangez tout le reste, mais moi vous me donnez juste le cœur. Finalement, après discussion, on lui a donné le cœur. Ils ont mangé, ils ont tout mangé comme ils voulaient. Et ensuite, ils sont repartis. Donc, le lendemain, au petit matin, elle a dit au petit garçon, rentre chez toi. Mais quand il est rentré chez lui, il est tombé malade. Mais vraiment gravement malade. On a essayé de le soigner avec des plantes médicinales. Comme au village, là, traditionnellement, on n'a pas réussi à le soigner. Et la mamie est venue avec le cœur, mais c'était pas le cœur, on le voyait pas physiquement. Mais elle a emmené le cœur du petit. Elle a remis au praticien qui s'occupait du petit garçon en disant j'ai gardé son cœur parce que ce petit-là, il était poli avec moi. Tous les autres avaient décidé, elle a expliqué au praticien ce qui s'était passé et elle a remis au cœur. Elle a remis le cœur au praticien et c'est comme ça que le garçon a pu être sauvé. Donc, la morale de l'histoire, quelqu'un qui a demandé si j'ai assisté à la scène, non, j'ai bien dit que c'est ma maman qui me l'avait raconté. La morale de l'histoire, c'est quel que soit notre statut, quel que soit qui on est, on doit toujours respecter les gens qui sont autour de nous parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Voilà, ça c'est la première histoire. Maintenant, ma seconde histoire, ça se passe sur un site pétrolier ici à Port-Gentil. Donc, on a compris, je suis au Gabon à Port-Gentil. Donc, les gars, ils vont sur le site et un se réveille un matin, il dit, il a mal aux fesses. Tu as mal aux fesses comment et tout ça? Ah non, vraiment, j'ai pas bien dormi, j'ai mal aux fesses. Un gars. Le lendemain, un autre gars. Tous les gars du site, sauf deux gars plutôt. Ah, on a mal aux fesses. C'est quelle histoire que tout le monde a mal aux fesses maintenant sur le site? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le dernier qui restait là, lui, il était praticien. Donc, voilà la nuit. En fait, les gars avaient mal aux fesses. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gars qui était sur le site qui sortait en vampire. Enfin, ça, c'est comme ça qu'on dit au Gabon. Il sortait en vampire pour sodomiser tous les autres gars. Voilà, maintenant, ce jour-là, il a voulu attaquer le dernier sans savoir que le dernier, là, c'était un praticien. Donc, le dernier, là, lui, il était déjà prêt parce qu'il connaissait. Il connaissait déjà le mouvement du gars. Il te l'a bastonné sérieusement bastonné que lui-même au petit matin, il ne pouvait même plus se lever tellement il était courbaturé. Donc, quand on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, on veut l'emmener à l'infirmerie, le gars dit, le praticien lui dit, toi-même, tu vas dire ce qui s'est passé. Parce que même si on t'emmène là-bas à l'infirmerie, tu vas mourir aujourd'hui. Tu vas expliquer ce qui s'est passé. C'est comme ça que le gars, il tourne. Le praticien lui a dit que si le soleil se couche, tu n'as pas raconté, tu meurs. C'est comme ça qu'il a avoué ce qu'il faisait à tous les gars. Donc, monsieur, la nuit, il transformait tous les autres gars du site là en ses femmes. Mais ce qu'il a stoppé, c'était le praticien qui était aussi monté sur le site. Voilà, c'était mes deux petites histoires que j'avais à raconter. Merci beaucoup pour l'histoire, maman. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, Chika. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Ok, bon, déjà l'histoire, c'est l'histoire de ma cousine. Elle nous avait raconté ça. Dans le temps là, elle vivait à Douala. Nous, on vivait à Yaoundé. Et généralement, le week-end, elle venait souvent le dimanche à la maison. Et à Douala, donc, elle se battait, elle se cherchait, elle faisait quoi? Elle était ménagère dans une grande maison. Elle avait trouvé Abouna Priso. C'est un jeune couple. Un homme et une femme, oui, très jeune et tout. Bien posé, bonne maison, en étage. Et il y avait déjà une grand-mère qui faisait dans le ménage là-bas.
on pouvait dire que c'était un peu la gouvernante. Et c'est elle qui donnait les instructions, parce que ma cousine ne partait pas dans toutes les pièces, c'était plus sa grand-mère qui partait dans les pièces. Et chaque matin, à 6 heures, la grand-mère mettait toujours un œuf dans chaque angle des coins de chaque pièce. Ma cousine trouvait toujours ça bizarre et elle n'avait pas le droit de monter à l'étage non plus. Mais en même temps, elle était logée, bien payée. Il n'y avait pas trop de problèmes. Mais il y avait des coins, des endroits, des espaces où elle ne devait pas nettoyer. Un jour, dans par curiosité, elle demande à la dame pourquoi est-ce que ici on ne peut pas nettoyer. Elles avaient souvent l'habitude de parler ensemble. Bref, elles avaient derrière une bonne affinité. C'est là donc où la grand-mère se livre et elle lui dit, elle prend l'œuf. Elle n'a même pas bavardé, expliqué, non. Elle a pris un œuf. Elle est partie au salon, il y avait un mur du salon où il y avait une table accoudée au mur. Elle a jeté l'œuf sur la table, mais l'œuf n'a pas touché la table, l'œuf est resté là en lévitation. Ma cousine reste d'abord et dit Kiki, c'est quoi qui se passe en fait? La mère elle lui dit donc que tu ne mérites pas ce genre de vie, ça ne sert à rien de rester ici et tout, tu es jeune, va à l'école, trouve... Bref, elle commence un peu à faire les sermons des mères et tout. Ma cousine ne comprend donc pas trop de quoi il s'agit parce qu'en même temps, si c'était une question de se chercher, n'est-ce pas, tout le monde se cherche, elle n'avait pas d'abord vu l'autre. Le lendemain, donc, elle était seule à la maison, il y a un invité qui sonne. Il arrive, c'est un monsieur habillé en noir avec une mallette et tout. Il demande où sont les propriétaires qu'il doit les rencontrer, machin. Elle dit que les propriétaires ne sont pas présents, mais d'attendre. Il ne faisait que mettre la pression et tout. Les propriétaires rentrent, ils partent à l'étage, mais ils ne gèrent pas trop le monsieur. Il reste là-bas, le temps ne fait que passer, le monsieur ne fait qu'insister. Sauf que ma cousine n'avait pas le droit de monter à l'étage. Elle ne faisait qu'expliquer au monsieur. À un moment, le monsieur donc, commence à la grondir ses nerfs. Elle monte, elle prend son courage. Elle arrive, et c'était du genre net à la dernière marche des escaliers, tu tombais sur le salon. Elle arrive donc, elle trouve le couple au salon en train de faire l'amour avec un gros serpent. Elle a seulement crié, même ses affaires qui étaient là-bas, même sa sœur Nio, elle a tout laissé. Elle a fui. Et c'est du genre, quand elle nous a raconté ça, c'était peut-être déjà des mois après, parce qu'elle a dû partir se traiter à l'Est, parce qu'elle avait des persécutions, elle avait déjà des crises de folie aussi. Elle ne faisait que maigrir. Et les premières semaines, elle n'arrivait pas à parler. Les premières semaines, elle tombait malade, la famille s'inquiétait, tout ça. C'est après qu'on l'emmène chez des traitants du quartier. On lui demande de parler avec aussi des petits rites qu'on lui a fait avec les poules. Elle a réussi à parler. Quand elle a réussi à parler, c'est là où le traitant dit donc à notre famille de l'amener urgemment à l'Est. Il avait un contact, il a donné le contact. Elle est partie, elle s'est traitée et tout. Donc, vraiment, c'était un peu ça l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Bye bye. C'est une bonne nuit. Bonsoir DMG. Bonsoir. Bon, une dernière pour la route. J'ai tellement d'histoires. Bon, je vais vous raconter l'histoire d'une petite à moi. Je vais l'appeler Marcel. Marcel, dans les années, début des années 2020, on est en 2023, oui, 2020, elle s'est débrouillée dans une cafette. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré un jeune que je vais appeler Ibé. Donc, j'ai donné quel nom? Bon, j'ai oublié le nom que je lui ai donné. Je vais lui donner. Tu as dit Ibé maintenant. Ibé, maintenant, si tu as dit Ibé. Non, c'est ma fille là maintenant. Bon, je donne à Marcel. Voilà, Marcel et Ibé. Donc, Ibé, lui, il était livreur. Et Marcel, elle s'est débrouillée à la cafétéria. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé une relation. 1 an, 2 ans après, la sœur de Ibé qui a rencontré un politique de chez nous a pu immigrer pour la France. Donc, quand elle est montée sur la France, elle a laissé ses affaires qu'elle gérait à Abidjan à son petit frère Ibé.
Mais du jour au lendemain, les affaires ont prospéré tellement que, finalement, Ibé, il a rejoint sa sœur en France. Et Marcel, elle est restée à Abidjan. Ils se sont appelés quelques fois, et puis après, ils ont coupé le contact. Ibé n'appelait plus. En 2016, elle est là, parce que Ibé était vraiment son amoureux, mais vu qu'il est venu en France, après, ils ont coupé le contact, il a coupé le contact et tout. Et donc, en 2016, elle est là quand elle reçoit un appel de Ibé. Ibé lui dit, ah, Marcel, ça va, ah, excuse-moi pour le silence et tout, mais voilà, je rentre en Afrique, et comme je suis en train de construire ma maison, et que la maison n'est pas prête, est-ce que tu pourrais m'héberger? Ah, elle aussi, l'amour qui est depuis 2020, elle a été encore dans ses dents malgré l'abandon. Elle a accepté et elle a reçu Ibé. Elle ne s'est même pas posé la question de savoir, durant tout ce temps, malgré les moyens qu'ils avaient, pourquoi ils ne logeaient pas ailleurs, et c'est à elle, il a demandé, et c'est chez elle, il veut venir loger et tout. Elle était juste contente. Donc elle reçoit son chéri, il vient. Les premiers moments, c'est l'amour tous les jours, c'est le love tous les jours, le mougouli tous les jours. Mais elle va remarquer que depuis que le gars est là, il ne sort pas, il ne donne pas 5 francs. C'est elle dans ses petits grouillements là, quand elle vient, elle lui donne 10 000 francs. Et chaque nuit, à une heure fixe, il doit appeler un numéro. En dehors du fait même que il appelle des copines, des chéris, devant elle, elle est couchée parce qu'elle avait un studio, et le gars appelle des femmes devant elle, il cause. Mais c'est comme si elle n'avait pas de réaction. Elle devait lui donner à manger, loger, nourrir, blanchir. Et chaque soir, il fallait qu'elle lui paye la connexion parce qu'il fallait qu'il passe un appel à heure fixe. Et pourtant, c'est une fille de prière. Mais depuis que le gars là, il a fait pratiquement 1 mois. Et un jour, ça fait tic dans sa tête que bon, ça fait quand même 1 mois que je ne prie plus. Donc quand Ibé va se laver, elle profite pour faire une prière courte comme ça. Et bizarrement, elle pique un tout petit somme. Donc après la prière, quand elle pique le petit somme, elle voit dans le rêve, il y a un gros démon, c'est-à-dire un gros démon comme un baobab, qui vient lui dire, pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Donc, elle se réveille en sursaut. Quand elle se réveille en sursaut, elle voit que son chéri, il est arrêté à sa tête, en train de la regarder. Donc quand elle se réveille, il demande, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, je priais. Il dit, mais pourquoi tu pries? Elle l'a regardé. Elle n'a rien dit. Donc ça a continué. C'est après maintenant, on s'est rencontré. À chaque fois qu'elle manifeste le désir de prier, c'est là il va vouloir faire l'amour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se déshabille. Regarde ma poitrine. Regarde ma poitrine. Après, le gars va lui dire, bon, donne-moi ton passeport et ta pièce d'identité. Comme j'ai un ami qui peut te faire un business pour te faire monter sur la France aussi, et donne-moi tes papiers, je vais aller déposer ça là-bas. Donc c'est comme si elle a donné ça au jeune. J'ai oublié même ça, c'était quand il est arrivé la toute première semaine même. Donc elle, quelque part, je me dis que, parce qu'elle, l'idée qu'elle puisse monter sur la France, c'est ce que le gars lui avait fait miroiter. Donc du coup, elle avait confiance à 100% quelque part. Et elle avait cet espoir-là que cela allait se réaliser. Donc, quand 1 mois après, il y a eu la scène de ce cauchemar-là, elle a remarqué qu'en fait, finalement, elle ne priait plus depuis que le monsieur est là. Et à chaque fois qu'elle manifestait le désir de prier, c'est là qu'il va dire, ah, j'ai envie de toi. Il se déshabille, regarde ma poitrine, regarde comment je suis beau. Et puis, elle succombe. Donc, 3 semaines encore après, elle décide d'aller à l'église. Ce qu'elle ne faisait plus depuis pratiquement 7 semaines. Elle décide d'aller à l'église. Donc, elle va à l'église. Au moment où le prêtre va soulever l'hostie, une voix va sonner dans sa tête. Que tu héberges un démon chez toi là-bas. Donc, fais-le partir. Elle s'est dit non. C'est dans son esprit. Raison pour laquelle on dit souvent, avant de rentrer dans une relation, il faut prier. Parce qu'une fois que tu es accro là, même révélation ressemble à la chose, attaque du diable.
Donc, quand la voix sonne dans son esprit, faut que tu es bête. J'ai un démon chez toi, fais-le sortir de la maison. Elle dit non, non, non. Elle s'est fait décider, elle n'a pas bien entendu. Donc, elle rentre chez elle. Quand elle rentre chez elle, elle n'avait même plus rien. Et puis, elle s'est levée, elle allait dans son placard. Quand elle ouvre son placard, bizarrement, elle avait la statue de la Vierge Marie. La statue de la Vierge Marie tombe de son placard, alors que c'est une statue qu'elle avait mise dans un endroit, elle avait fait son petit hôtel, mais quand le gars est venu, en fait, il avait pris ça et puis il avait jeté ça dans le placard, il avait caché ça dans le placard. Et comme par hasard, de manière fortuite, lorsqu'elle ouvre le placard, la statue tombe et puis la voix lui résonne encore dans la tête. Je t'ai dit, sors ces démons-là de chez toi. Donc, elle garde son sang-froid. La nuit, elle dort. Elle fait un autre rêve encore. La voix lui dit, fais sortir ces démons-là chez toi. Donc, la fille se lève le lendemain matin. Elle avait que 5 000 francs. Elle donne au monsieur, elle dit, sors de chez moi. Le gars dit, mais pourquoi? Elle dit, sors de chez moi. Il commence à faire, lui demander pardon, la supplier et tout. Non, regarde ma poitrine. Il se déshabille, regarde ma poitrine, regarde-moi. Et puis il veut l'embrasser. La fille, elle a tenu ferme. Et puis elle a chassé le gars, il est parti. Le même jour, le monsieur est parti là. La nuit, elle va faire sa petite prière pour dormir. Voici le gros démon qui apparaît dans son rêve. Donc toi, tu m'as chassé. Toi, tu es qui? Et pendant que le démon apparaît, il est au bord d'une eau. Et au bord de cette eau-là, il y a des jeunes filles. C'est-à-dire que tu les vois, elles sont fatiguées, fanées. Il y en a même qui sont mortes, qui sont dans l'eau. Et puis lui dit, tu as vu toutes ces filles-là, aucune ne m'a résisté. Pourquoi toi, tu vas me résister? Tu sais d'où je viens et qui je suis? En fait, son gars, là, quand il a émigré en Europe, parce que quand je disais que l'argent avait explosé, puis avant de partir en Europe, là, je dois expliquer ce petit truc-là. En fait, il y a quelqu'un qui a déjà expliqué ça ici pour dire que quand tu vas voir, par exemple, un marabout pour qu'il te rende riche, là, c'est ta propre richesse qu'on te redonne. Parce que, imagine, tu dois vivre, par exemple, 50 ans. Des 50 années qui doivent suivre, là, si par exemple, tu as 20 ans et que tu dois vivre, en fait, 70 ans, qui te reste 50 ans à vivre, on te prend tout l'argent que tu étais censé gagner. Et on fait des petits abattements dessus. Et puis on te donne tout. C'est-à-dire c'est toi-même ta propre richesse que Dieu avait définie en ta vie. C'est ce qu'on te donne avec pour contrainte un temps de dépense. Et quand tu finis de dépenser maintenant, là, tu restes là, tu n'as plus rien. Et c'est là qu'on commence à te demander des sacrifices. Et donc c'est ce pacte-là que le petit a signé avec un grand démon en Inde là-bas. Donc quand lui, son prorata de chance est fini, qu'est-ce qu'il fait? Il séduisait les filles en France ici, des blanches, des noirs. Et donc, il a eu 4 enfants avec 4 femmes différentes. Et quand il commence à te coller à toi, parce que son fétiche était dans sa poitrine, et quand il est avec toi, il aspire toute l'énergie, tout l'argent que tu as en toi. Et une fois que c'est fini, il te lâche. Et il va encore, il prend une autre femme. Donc, c'est comme ça qu'il a fait. Et puis, malheur, il a été rapatrié de la France en Espagne. Et de l'Espagne, maintenant, ils l'ont rapatrié carrément sur la Côte d'Ivoire. Donc, les 2 mois qu'il a passé là-bas, c'était pour se refaire une autre identité. Et il fallait encore trouver une nouvelle victime. Donc, c'est pourquoi il a relancé son ex, qui est ma petite Marcel. Malheur pour lui, quand il a laissé la fille, derrière lui, la fille, elle a commencé à prier. Donc, bref, quand la fille l'a chassé, le diable, le démon est venu maintenant s'en prendre à la fille. Que tu as vu toutes ces filles, tout ce monde-là, que moi, je assujettis. Toi, tu es qui? Et puis, toi, tu vas me faire échouer. Donc, la fille, elle prie. La nuit, elle prie. Elle se réveille en sursaut. Pendant 2 mois, c'est comme ça qu'elle a souffert. Chaque nuit, le démon la venait. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? À chaque fois. Donc, pendant 2 mois, elle s'est débattue dans la prière. Elle a pris des moments de jeûne et prière, tout. Et puis, finalement, elle a pu dormir. Elle ne voyait plus le démon. Je te parle de 2016. Sauf que, en 2023, là, après un grand programme, même jeûne et prière sévère, la nuit d'os, voilà le démon là qui revient. Gros démon, avec des branches partout, comme des gros baobabs d'Afrique là. Et il avait mis un foulard, mais avec des yeux de femme, des yeux languissants comme ça, et puis il lui disait, donc toi, à cause de toi, j'ai échoué.
Et lorsqu'il lui a parlé comme ça, il est tombé maintenant dans l'eau. Parce que l'eau où il était, où il y avait des femmes mortes là, c'est qu'il est tombé dans l'eau là. Et la fille s'est réveillée. C'est pour dire quoi? Elle a passé seulement deux mois de plaisir avec son ex là, en 2016. Mais ça dit le 2 mois est resté de 2016 jusqu'en 2023, avant qu'elle n'ait pu arriver peut-être à s'en débarrasser. Souvent on fait des prières, on voit des choses en rêve, après on ne voit plus. On s'est dit qu'on en est débarrassé. Non. Le diable, il est subtil, il est malin. Il va se cacher dans certaines parties. Et c'est vraiment quand tu tombes maintenant sur un homme de Dieu, qui prie. C'est des démons qui sont tapis dans l'ombre, là, qui sont quand même dans nos vies, qui sont tapis dans l'ombre. Là. C'est ces démons-là. C'est maintenant, après ça, ils se révèlent. Donc, c'est pour dire quoi? À chaque fois qu'on va engager une relation, c'est-à-dire que même si on connaissait la personne avant, que la personne revienne dans nos vies, à chaque fois qu'on doit engager une relation, on doit demander d'abord l'assentiment de Dieu par la prière. Qui qu'on soit, la prière, on peut être musulman, on peut être chrétien. Il faut savoir que c'est le même Dieu unique. C'est la manière de prier qui change ou bien c'est l'appellation qui change. Parce qu'une fois qu'on engage les émotions, une fois qu'on engage les sentiments, les révélations peuvent ressembler à des attaques du diable. Parce que tu aimes quelqu'un et puis Dieu te présente que celui-là n'est pas bon. Tu dis non, c'est que c'est le vieux du village qui attaque mon love. Donc pour éviter ça, là, c'est-à-dire ce gourmet spirituel, là, autant prier d'abord pour dire, ah Seigneur, voilà telle personne que j'ai rencontrée, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On aura la réponse. À 3 reprises, on peut éprouver la parole, on peut éprouver les réponses. Ça nous met vraiment à l'abri de toutes ces désillusions et puis de toutes ces petites, pas des petites même, ces gros démons qu'on s'en va ramasser à cause de peut-être 10 minutes de plaisir. Encore 10 minutes de plaisir même pour les gens qui sont performants. Mais à cause de simplement quelques minutes de plaisir, on condamne nos vies. Donc, voilà, c'était ça. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. D'accord, merci. Je t'en prie. Ok. Donc, on se prend mercredi pour un autre direct à 20h00. Entre-temps, merci beaucoup à tous ceux qui ont liké la vidéo, tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont participé en envoyant les histoires, tous ceux qui ont partagé. On se prend mercredi. Passez une très bonne nuit. Surtout, priez avant de dormir.